أولي يبدل لين الله أولي يبدل والسن ماذا أولي كان يبدلن الصح يبدلن. Donc c'est ce qu'on va essayer d'examiner ensemble. Au fond, que signifient ces modifications depuis une vingtaine d'années du discours et des textes. Alors, je commencerai par vous dire que je suis très fatigué, non pas simplement en référence à mon grand âge, mais aussi parce que depuis 50 ans, surtout en Algérie, mais au Maroc aussi, on peut faire une chronologie précise. Je suis un peu fatigué de voir paraître des textes normatifs, des textes d'orientation idéologique ou des textes à valeur juridique qui nous annoncent régulièrement un changement radical, un nouveau départ, etc. Dans tous les domaines d'ailleurs. Et depuis donc une vingtaine d'années, des documents qui concernent directement Tamazight. Et si j'évoque ces temps anciens, c'est parce que surtout, je disais pour l'Algérie, bon, pour les vieux comme moi, vous avez tous connu la charte de Tripoli, la charte d'Alger, 63, la charte nationale de 76, la charte nationale amendée de 85, la constitution de 96, la nouvelle réforme, la réforme constitutionnelle de 2002, et maintenant l'avant-projet de réforme, de révision de la Constitution qui devrait être adopté très rapidement. On peut faire un petit peu le même type de parallèle, peut-être un peu moins riche en date du côté marocain, mais on peut remonter à des discours royaux, celui de 94, le document sur la réforme de l'éducation de 99 et ainsi de suite, et bien entendu la Constitution de 2011, de juillet 2011 au Maroc, qui annonce effectivement des lendemains radieux et des changements radicaux. Alors, je dirais que ces changements annoncés sont souvent, donc quand on regarde, d'abord, on va essayer de travailler méthodiquement, on va regarder ces textes. On va regarder ces textes très rapidement, et puis ensuite on verra de façon interne, et ensuite de voir leur concrétisation éventuelle, et on essaiera d'en tirer quelques conclusions. Pour nous caler sur la réforme constitutionnelle, la nouvelle constitution marocaine de 2011, comme vous le savez, elle instaurait un nouveau statut radicalement nouveau pour Tamazight, pour l'Amazigh, comme on dit officiellement au Maroc, qui était donc, dans l'article 5 de la Constitution de juillet 2011, le statut de langue officielle, à côté de l'arabe. Et cet article 5 annonçait une mise en œuvre à travers des lois organiques qui allaient être promulguées, enfin disons votées et puis promulguées par l'Assemblée marocaine. Ça date de juillet 2011. Nous sommes en février 2016 et les lois organiques peut-être finiront par un jour apparaître. Je constate que le texte de l'avant-projet de révision de la Constitution algérienne adopte exactement la même démarche. On nous annonce une loi organique ou des lois organiques qui mettront en œuvre cette nouvelle donne constitutionnelle qui est celle donc qui reconnaît le statut de langue officielle à Tamazight. Il faut espérer qu'on n'attende pas. Je disais à propos du calendrier marocain, de cette chronologie marocaine de juillet 2011, 2016, toujours rien.
je disais, on a un peu l'impression qu'il existait jusqu'à maintenant les calendes grecques, on a inventé les calendes berbères. Hein. Il faut espérer qu'on ne fasse pas la même chose en Algérie, parce que, évidemment, sinon, on va très bon. Voyons maintenant en interne ces textes. Et ils se ressemblent furieusement. Hein. Des gens comme Landman qui se sont penchés, dont c'est la thèse pour en grande partie sur ce type de problème, qui se sont penchés sur ces textes précisément, ont vu combien ils se ressemblaient, comme combien le projet de révision algérien ressemblait et adoptait un peu le même type de démarche que celle du Maroc. Hein. D'abord, en particulier ce premier point que je viens d'évoquer, on pose un principe et on annonce des lois pour une loi organique qui, bon, le problème c'est que ça peut durer très longtemps. Hein. Mais si on regarde de plus près les textes, ils se ressemblent encore plus que cela. Hein. C'est pas simplement dans le calendrier incertain qui est annoncé. Dans la formulation même, puisqu'il apparaît très clairement dans la Constitution marocaine que, certes, si le berbère accède au statut de langue officielle, il est explicitement dit que l'arabe reste la langue officielle, et il est explicitement dit que les lois organiques définiront les conditions et, je dirais, le champ d'application de l'officialité. À venir, futur, potentiel. C'est-à-dire que d'emblée, dans le texte constitutionnel marocain, on nous énonce clairement qu'il y a une langue officielle qui demeure, qui est celle de l'État marocain, et une seconde langue officielle dont on verra quels seront exactement, je dirais, les champs d'application ultérieurement. Hein, autant dire qu'il y a... comme pour ceux qui connaissent j'évoquais cette référence à l'ancien système administratif qui fonctionnait dans l'Algérie coloniale. Hein. Il y avait les communes de plein exercice, hein, et puis les communes mixtes, hein, qui n'avaient pas tout à fait le même type d'organisation, c'est-à-dire les communes indigènes, hein, pour l'essentiel. C'est un petit peu ça. Hein. Il y a une langue officielle, ce que nous dit la Constitution marocaine, il y a une langue officielle de plein exercice qui demeure, qui est l'arabe. Et puis il y a une langue officielle, bon, de second rang, hein, de façon très explicite, hein, et dont on nous annonce très clairement, hein, on ne pose pas un principe d'officialité pleine et entière, ou comme diraient les Catalans, de co-officialité. On pose un principe d'officialité à définir dans son extension, hein, à définir par des lois à venir. Hein. C'est exactement la démarche, hein, le projet de révision algérien, hein, qui nous dit très clairement, vous connaissez tous le texte, hein, au fond, une loi organique définira les conditions, hein, et les champs d'application de... C'est-à-dire qu'on se donne a priori tous les moyens de limiter l'extension de... Hein, et là, il y a un parallélisme tout à fait troublant, hein, entre l'Algérie et le Maroc, dans les formulations. Hein, à se demander même si ce ne sont pas les mêmes experts qui ont rédigé les textes, ce qui n'est pas du tout impossible. Hein. Puisqu'on nous dit... Hein, excusez-moi que je ne dise pas de bêtises, voilà, hein, la promotion en vue de concrétiser à terme son statut de langue officielle. Hein. Au fond, quand je parlais de calendes berbères, elles sont très clairement énoncées dans le projet de révision, on ne se lie pas les mains en fait. Au fond, je ne veux pas dire que ça ne change, que le discours ne change pas, mais il y a, je dirais qu'on se donne toute liberté, hein, quant au le texte constitutionnel marocain et algérien se donne toute liberté pour définir, hein,
l'extension, les domaines d'application et le degré d'application de cette officialité. Hein. Il faut être tout à fait clair, on n'est pas du tout dans l'affirmation ni en Algérie ni au Maroc. Hein, et les cas marocains est tout à fait impressionnant, puisque bientôt 6 ans après, on n'a toujours pas, 5 ans après, excusez-moi, on n'a toujours pas la loi organique de mise en place. Hein. Je peux vous dire, pour aller fréquemment au Maroc, que le berbère, langue officielle, c'est une rigolade, hein, c'est une farce, ça n'existe pas. Donc, si vous voulez, le texte, de ce point de vue, les textes se ressemblent beaucoup, hein, à la fois dans cette façon de repousser à un futur indéfini et dans cette façon d'emblée de définir, de poser des limites. En tout cas, hein, on verra quel est le champ d'extension. Alors, le texte algérien est encore plus étonnant. Il y a un point supplémentaire, un point d'interrogation, enfin un point qui mérite l'attention dans le texte algérien, plus nettement que dans le texte constitutionnel marocain, c'est le fait que l'article 3 affirme clairement que l'arabe demeure la langue officielle de l'État. Ce qui n'est pas tout à fait la formulation du Maroc. Le Maroc dit, bon, l'amazigh devient aussi langue officielle, et on verra plus tard les conditions de cette officialité. Hein. Le texte algérien énonce très clairement que c'est l'arabe qui demeure la langue de l'État. Et on rajoute à l'article 3 bis, l'amazigh est également langue officielle. Alors là, je ne sais pas, il y a peut-être des juristes dans la salle, mais on est perplexe. Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que ça veut dire qu'une langue A demeure la langue officielle de l'État et qu'il y a une langue B qui devient aussi langue officielle? C'est très étonnant parce que dans la pratique connue, en tout cas moi je ne suis pas juriste de formation, hein, je ne sais pas, bon, mais dans la pratique connue, la notion de langue officielle veut dire langue de l'État et rien d'autre. C'est-à-dire la langue de toutes les administrations publiques, du gouvernement et de toutes les institutions publiques. Donc on ne voit pas très bien où serait la place de Tamazigh dans l'affaire. Si c'est l'arabe qui est la langue officielle de l'État, que veut dire la notion de Tamazigh langue officielle? C'est très étonnant. Ou alors on a inventé quelque chose de nouveau qui, bon, on attend qu'on nous précise. On peut subodorer que ça veut dire simplement que l'État continuera à travers toutes ces institutions à utiliser l'arabe, point final, mais qui ne sera plus rigoureusement interdit d'utiliser Tamazigh éventuellement. Hein, on peut, si on est optimiste, émettre cette hypothèse explicative. Parce qu'il faut quand même rappeler qu'actuellement, tous les textes législatifs algériens et réglementaires sont tout à fait explicites. Tout usage officiel d'une langue autre que l'arabe est interdit. Hein, il est interdit au sens que tout document, tout texte doit être en langue arabe sous peine de nullité. Hein, je vous renvoie à la loi de... pourtant, le Code de procédure civile et administrative qui date de 2005, et donc qui a eu 10 ans, qui est tout à fait récente et qui est tout à fait explicite. Hein, sous peine de nullité, hein, tout document et tout acte, les plaidoiries, les actes juridiques, etc., les actes officiels sont en langue arabe. Et s'ils sont des documents d'origine étrangère, ils doivent être traduits. Donc le cadrage juridique est très très clair, hein, en Algérie. Donc, si vous voulez, on peut tout au plus imaginer que, effectivement, cette notion de seconde langue officielle, mais qui ne serait pas la langue officielle de l'État, alors à moi, c'est très intéressant d'ailleurs, parce que bon, ça paraît être une contradiction dans les
terme cette notion, hein, ces deux articles qui se suivent, qui va nous amener à formuler d'ailleurs, à nous interroger sur le statut même des textes juridiques en Algérie et au Maroc. Hein. Au fond, sont-ce des normes réellement, hein? Sont-ce des normes? Non. Bon, on va y revenir. Hein. Quand on voit ce type de contradiction. Une autre contradiction qui ne vous a pas échappé, qui est tout à fait extraordinaire, contrairement, là aussi, il y a une nuance avec le Maroc quand même, quand on regarde dans le détail. C'est que le préambule de la constitution, du projet de révision maintient la formulation l'Algérie pays arabe, ce qui a disparu dans les constitutions marocaines. Hein. Okay. On est donc dans un pays qui constitutionnellement se définit comme arabe, mais qui admet une seconde langue officielle, tamazirt. Vous voyez, on n'est pas à une contradiction près. Et je m'excuse, je n'ai pas vérifié, mais je pense que c'est toujours vrai. Moi, je travaille, évidemment, je suis plus francophone qu'arabisant sur la traduction officielle française, mais dans la version arabe, en tout cas dans la constitution précédente, il n'est pas dit l'Algérie pays arabe, il est dit expressément Ard Arabi, terre arabe. Ce qui est totalement... C'est toujours le cas. Hein. C'est toujours le cas. Ce qui veut dire que c'est bien au niveau symbolique, l'appartenance au monde arabe est clairement, constitutionnellement réaffirmée et maintenue. Je n'ai pas vérifié le texte arabe. C'est tout à fait intéressant. C'est d'ailleurs très, très, très intéressant. On y reviendra parce que ça pose la question, une fois de plus, du statut de ces documents algériens et marocains. Hein. On se permet d'avoir des textes différents, sensiblement différents, selon qu'on s'exprime en arabe ou en français. Okay. Très important. Parce que dire terre arabe, ça veut dire des choses beaucoup plus fortes, hein, beaucoup plus radicales, beaucoup plus essentielles. Hein, on est dans l'essence même, hein, que pays arabe. Hein. Mais en tout état de cause, je crois que la contradiction est évidente entre d'un côté l'affirmation de l'Algérie pays arabe et de l'autre, qu'est-ce que c'est que ce pays arabe qui a deux langues officielles, l'arabe et une autre langue, le berbère. Ce supposerait, pour qu'on soit un minimum cohérent, si on veut maintenir l'Algérie pays arabe, de dire l'Algérie pays arabe et amazigh, à ce moment-là. Il a deux identités simultanées, coexistantes, ça pourrait se concevoir. Mais dire que c'est un pays arabe mais qui a deux langues officielles, l'arabe, qui est alors la langue de l'État, et l'amazigh. Voilà, donc je n'irai pas plus loin dans l'analyse de ce texte, mais je dirais qu'il m'apparaît encore plus contradictoire, plus hétérogène que le texte constitutionnel marocain. Puisqu'il affirme des choses qui sont difficilement compatibles, hein, en même temps. Ce qui m'amène donc à essayer d'apporter une première réponse à la question « Quel est le statut de ces documents dans nos pays ?» Moi, je crois que ce ne sont pas des normes juridiques, ce sont des documents purement politiques et conjoncturels. Et c'est, je pense, le cas de tous les documents constitutionnels depuis les indépendances. Hein. Ils n'ont pas la fonction de... Ce sont des patchworks dans lesquels on met un peu tout, une chose et son contraire, de façon, au fond, hein, ce sont plus des outils de gestion politique, hein, que des références au jeu des documents qui sont destinés à construire, hein, une norme juridique. Il s'agit sans doute beaucoup plus, face à une société traversée par des contradictions multiples et profondes, des horizons, des sociétés dont
les composantes ont des horizons assez différents, finalement, des horizons culturels, historiques assez différents, au fond de donner à chacun les arabistes, on leur dit l'Algérie est un pays arabe, les islamistes, on leur dit l'Algérie est un pays musulman, les berbères, on leur dit bon, Tamazirt est aussi langue officielle, mais ça ne mange pas de pain finalement. Au fond, on n'est pas à une contradiction près parce que ces textes finalement sont des lettres mortes. Pourquoi ? Eh bien, je vous renvoie à la révision constitutionnelle de 2002. Depuis 2002, Tamazirt est langue nationale en Algérie. Ceux qui travaillent dans ce domaine savent très bien que ça n'a eu strictement, je dis bien strictement, aucun effet sur le terrain. On a introduit un article dans une conjoncture politique que vous connaissez très bien, mai 2002, c'est-à-dire qu'il s'agissait de réagir, de faire un geste d'apaisement après le printemps noir de 2001-2002. On a modifié la Constitution. On se serait attendu, les berbères, Tamazirt devient langue nationale, que c'est un impact quelque part, au niveau de l'éducation nationale, au niveau du fonctionnement de l'État, qu'on puisse, non pas aboutir à une co-officialité, mais en tout cas à une beaucoup plus grande tolérance dans l'appareil d'État. Or, qu'est-ce qui s'est passé au contraire? Et Erdogan a beaucoup travaillé sur le sujet. C'est que, d'un côté, en 2002, on nous a rajouté l'article 3 bis, Tamazirt est également langue nationale, et en 2005, 2008, etc., je vous passerai la litanie des différents textes, on a conduit la loi sur le décret sur l'enseignement privé, la loi de 2005 sur le code de procédure civile et administrative qui réaffirme le caractère exclusif de la langue arabe. Je dis bien exclusif. Toute autre langue est exclue et interdite. C'est-à-dire que en 2002, on modifie la Constitution pour donner une place à Tamazirt, et en 2005 et en 2008, on édicte des textes, y compris de niveau législatif, qui sont censés s'inspirer de la Constitution, dans lequel cette notion de langue nationale n'a strictement aucun effet, aucun impact, aucune trace. Au fond, ça nous confirme bien que ces textes, qui sont censés être des normes de référence, sont simplement des textes politiques conjoncturels de la gesticulation conjoncturelle qui, en fonction des circonstances, permet de donner quelques satisfactions symboliques ou de discours à tel ou tel courant ou telle force. C'est quand même tout à fait exceptionnel. Je mets quiconque au défi de me dire quelles ont été les conséquences de la modification constitutionnelle de 2002. L'enseignement dans le primaire, secondaire, moyen était déjà en place, mis en place depuis 1995, ça ne l'a pas accéléré, il n'y a pas eu de moyens supplémentaires, etc. Et il en va de même d'ailleurs quand on regarde au Maroc en réalité. La Constitution de 2011 a reconnu à la Mazir le statut de langue officielle. Or, tous les responsables autorisés, je ne parle même pas des opposants critiques comme je peux l'être, je pense même au recteur de l'IRCAM, reconnaissent publiquement que l'enseignement de la Mazir est un échec et est en régression. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est Ahmed Boukous qui l'a déclaré publiquement. Et pas n'importe où, pas dans une conférence à l'université, sur Internet, sur Facebook, etc. Alors, ce qui m'amène aussi, là, si vous voulez, j'ai essayé de voir ce
On pouvait tirer des textes. À mon avis, pas grand-chose en termes de perspective concrète. On peut essayer de se poser la question de manière plus pragmatique. Puisque ces changements institutionnels, juridiques, depuis 2002 en Algérie et depuis 2011 au Maroc, peut se poser peut essayer de voir concrètement qu'est-ce qu'il en est au niveau pratique, sur le terrain, sans aller farfouiller les textes eux-mêmes et voir leurs cohérences ou leurs incohérences, ou leurs imprécisions. Comme vous le savez, en Algérie, l'enseignement facultatif de Tamazirt est en place depuis 1995. Il y a donc exactement 20 ans. Les derniers chiffres officiels que j'ai à ma disposition, qui est un document complet du ministère de l'Éducation nationale algérien depuis, qui récapitule tout, pour tout le territoire national, c'est le chiffre de 2013. Il y a sans doute un dossier plus récent, mais je ne l'ai pas encore eu. Nos services de renseignement ne l'ont pas encore communiqué. Mais ça viendra. C'est le chiffre de 2013, l'année 2013, donc ça date de février ou mars 2013, tant que je me souviens. Pour toute l'Algérie, une langue enseignée depuis 1995, devenue langue nationale depuis 2002, l'ensemble des élèves primaires, moyens, secondaires qui reçoivent un enseignement de Tamazirt s'élève très précisément à 234 690 élèves, soit par rapport à la population scolaire totale de l'Algérie qui dépasse les 7 millions, à peine 3% des enfants. Et encore, je me suis appuyé sur un chiffre de 7 millions qui est sans doute, qui est déjà ancien, c'est les chiffres de l'UNESCO, donc je n'ai pas trouvé de chiffre qui doit déjà remonter à 2007 ou 2006. Il est probable qu'on est maintenant plus près de 8 millions d'enfants, enfin de la population scolaire potentiellement concernée. On est à peine 3% des enfants. Voilà l'impact réel du statut de langue nationale. Et depuis 2002, on aurait pu se dire, écoutez, le statut de langue nationale, ça va booster cet enseignement, tout le monde va y aller, il va y avoir les postes, il va y avoir, etc. Autre petite précision intéressante et bien connue, bien établie aussi, c'est que Tamazirt est langue nationale depuis 2002 dans la constitution algérienne. On est donc à 3% maximum 3% des élèves qui reçoivent un enseignement de 3 heures par semaine. Il ne faut pas non plus délirer. C'est pas un enseignement bilingue. C'est pas la Catalogne ou le Pays Basque, où ils ont un enseignement à au moins 50% dans la langue locale. C'est 3 heures facultatives. Donc, langue nationale depuis 2002. Quand on regarde la répartition, et de ce point de vue-là, je dois dire chapeau, le ministère algérien de l'Éducation nationale nous donne des outils extrêmement précis. On a les chiffres par département, par wilaya, année par année, par commune, par établissement. Enfin, on a tout. On a tout. Le nombre d'élèves par niveau, etc. Bon, on a vraiment un dossier très très complet, des choses sur lesquelles on peut travailler. Si on regarde la répartition géographique,
on s'aperçoit que 90% de ces 3% sont en Kabylie. 90%. Et ça, c'est un chiffre qui dure depuis des années et des années, hein, la proportion. Et les 10% restants, à peu près 9% dans le domaine chaoui, et le reste, moins de 1% en réalité, je simplifie les chiffres. On a donc une langue nationale qui n'est qu'enseignée donc à 90% dans une région déterminée. C'est très amusant comme situation. En tout cas, ce sont des données pour l'Algérie, on verra que c'est exactement la même chose pour le Maroc, qui infirment, mais radicalement, le caractère, je dirais, cette assertion constitutionnelle, hein, du caractère national de la langue. Ça n'est pas une langue nationale, elle est enseignée dans une région principale. Point final. Et à une toute petite partie des élèves. Qu'en est-il pour le Maroc? Alors, je n'ai pas des chiffres aussi précis pour le Maroc, parce que sur ce plan-là, le Maroc est plus secret, mais on a des données qui sont... Alors, il faut, en précisant bien, que contrairement au découpage linguistique, bien entendu, mais enfin, on est obligé de faire des approximations, de redécouper. On s'aperçoit que sur ce chiffre que je vous ai donné, 90, enfin sur les chiffres IGER, qui sont des documents non publics de l'éducation nationale marocaine, 90% sont situés en zone berbérophone, c'est-à-dire principalement dans le domaine du Tachifit d'ailleurs, hein, beaucoup moins dans le Rif et beaucoup moins dans le Maroc central. C'est-à-dire qu'on a une situation strictement identique à celle de l'Algérie. Un pourcentage infime de la population scolaire qui reçoit cet enseignement, d'autant plus infime au Maroc que censément cet enseignement est obligatoire, donc personne ne va y échapper. Et deuxièmement, un enseignement à 90% centré à plus, en réalité, parce que j'ai fait des analyses un peu plus fines pour le Maroc, probablement comme pour l'Algérie, à 98-99% centré sur les zones berbérophones, hein, parce que quand on regarde le détail des chiffres pour le Maroc, on s'aperçoit que, par exemple, les 10% qui restent, qui ne sont pas sur des zones berbérophones, sont pour l'essentiel, par exemple, sur le Grand Casablanca. Or, le Grand Casablanca, il y a une énorme population chouette. Donc, on peut subodorer que même là où on est en dehors des zones traditionnelles de berbérophonie, ce sont essentiellement des enfants d'origine berbère qui suivent cet enseignement, qui reçoivent cet enseignement. Enfin, en tout cas, on est dans les 90% sur des régions berbérophones. Hein. Donc, dans les deux pays, au fond, l'institutionnalisation depuis 1995 en Algérie, depuis 2003 au Maroc, et la constitutionnalisation depuis 2002 en Algérie et depuis 2011 au Maroc, ont eu un effet tout à fait marginal, hein, en tout cas tout à fait insignifiant. Je dirais même, pour ce qui est du Maroc, hein, je vous dis, toutes les sources autorisées parlent plutôt d'une régression avec beaucoup moins de postes, etc. etc. Hein. Donc, au fond, la situation a certes changé. Hein. La situation a certes changé, si on se reporte à l'avant 90, si vous voulez. Hein. On n'est plus dans une situation où le
berbère est complètement ostracisé, occulté, inexistant, disparu. Mais de là à dire ou à penser que l'institutionnalisation et surtout la constitutionnalisation ait changé radicalement la situation, il est évident que ce n'est pas le cas. C'est évident que ce n'est pas le cas, que la présence de Tamazir reste totalement marginale dans le système éducatif, qu'elle reste totalement confinée aux régions berbérophones, et qu'elle reste de toute façon dans le système global d'éducation tout à fait marginale, puisque c'est un volume horaire extrêmement limité. Tout ceci pour vous dire que personnellement, je ne crois pas un instant que la révision constitutionnelle algérienne qu'on nous annonce changera radicalement les choses. Les choses n'ont changé, n'ont jamais changé nulle part d'ailleurs, c'est pas simplement propre à nos pays, qu'en fonction des rapports de force et de la demande sociale, tout simplement. Ces textes, je dirais, sont des références qui peuvent être utilisées pour la lutte idéologique, pour le combat, pour la légitimité. Ce sont des éléments de légitimation d'une revendication. De ce point de vue-là, on ne peut pas nier que c'est un argument, que on ne peut plus nous dire, ni en Algérie, ni au Maroc, que la Mazir, ça n'existe pas, que la Mazir est un obstacle à l'unité nationale, des choses de ce genre. C'est un discours qui est fini, le discours, je dirais, arabiste classique, qui a prévalu pendant 30 à 40 ans en Afrique du Nord, et effectivement, de ce point de vue-là, ne peut plus porter. Mais il est clair que ça ne définit pas, que ces modifications constitutionnelles, dans l'état actuel des choses, ne définissent pas une nouvelle politique linguistique. Et en particulier, ça c'est une donnée fondamentale pour moi, je l'ai souvent formulée, ça c'est un point de convergence fondamental entre l'Algérie et le Maroc. Elles ne reconnaissent pas de droit linguistique particulier aux berbérophones. On est dans une logique patrimoniale, nationale, et c'est l'État central, à travers ses institutions, y compris législatives, qui définit et qui définira ce que sera cette officialité. Il ne s'agit pas de reconnaître des droits gens. C'est une donnée fondamentale parce qu'au fond, la survie, si vous voulez, ce que je pense, toute la sociolinguistique nous l'enseigne, toutes les situations sociolinguistiques comparables nous l'enseignent, c'est que Tamazir, Tlamazir est dans une situation de langue dominée, de langue marginalisée, dont les fonctions se sont rétrécies au cours des 50, 70 dernières années. Des fonctions entières, des espaces entiers sont occupés maintenant par d'autres langues, arabe classique, arabe dialectal, français. Je dis toujours, vous êtes pratiquement tous d'origine berbérophone ici, réfléchissez simplement sur les parcours familiaux. Au niveau de vos grands-parents, tout le monde était monolingue pratiquement. Et on arrive à une situation où le monolinguisme pratiquement n'existe plus. Ça veut dire quoi que le monolinguisme n'existe plus? Nos grands-parents étaient quasiment tous monolingues.
Ça veut dire que l'arabe dialectal, l'arabe classique, le français, y compris dans les zones berbérophones, occupent des espaces de plus en plus importants. C'est-à-dire que la vitalité même de la langue et ses capacités de se transmettre durablement pour les générations futures est réellement problématique, ou en tout cas de plus en plus problématique. En tout cas, des pans entiers. Les plus âgés d'entre nous avons connu une Kabylie où il n'y avait pas la télé, il n'y avait pas la radio, il n'y avait pas le téléphone, il n'y avait pas, etc. Vous allez en Kabylie, tout le monde a son portable, tout le monde a son ordinateur, toutes les familles ont la télé, etc. C'est-à-dire qu'au fond, on est dans un contexte où la pression, la marginalisation du berbère, marginalisation au sens de l'ampleur de ses usages et la diversité de ses usages, de ses fonctions, si vous voulez, est de plus en plus forte. Elle est de plus en plus forte. Dans ce type de contexte, si on ne s'engage pas dans quelque chose qui serait radicalement différent, c'est-à-dire la reconnaissance claire et nette des droits linguistiques des populations berbérophones à recevoir et à vivre principalement dans leur langue, on est dans une logique, si vous voulez, qui n'arrêtera, où la régression, ou le rétrécissement des usages, il n'y a aucune raison qu'il s'arrête. Les dynamiques sociolinguistiques sont là, l'arabe dialectal est la langue véhiculaire dans toute l'Afrique du Nord, c'est elle qui s'impose, le français et l'arabe classique, les langues d'élaboration, et les langues de l'écrit et de l'économie, etc. Et on est dans cette situation, si vous voulez, où si on ne passe pas par cette notion de reconnaissance de droit linguistique et de droit à vivre, à avoir une éducation principalement dans sa langue maternelle, je pense qu'on est très mal. Qu'on est très mal pour l'avenir, même si dans les grandes régions berbérophones comme la Kabylie, on ne s'en rend pas très bien compte. Mais je vous dis, il suffit de projeter nos histoires familiales pour voir qu'au fond, on est dans une dynamique de la régression. En n'oubliant pas ce qu'on a trop tendance à oublier, que la structure démographique des pays d'Afrique du Nord a radicalement changé en un demi-siècle. Aux indépendances, tous les pays d'Afrique du Nord étaient à 85% ruraux. On est dans tous les pays d'Afrique du Nord, plus près de 30% maintenant. Donc il y a une inversion radicale. Et on est donc dans une situation où l'exode rural, l'urbanisation, les émigrations de types divers, etc., exposent de plus en plus les berbérophones à d'autres pratiques linguistiques et à la pression d'autres langues qui ont une position beaucoup plus forte dans ce qu'on peut appeler le marché linguistique, si vous voulez. Et de ce point de vue-là, tant qu'on en sera dans une reconnaissance de type patrimonial, c'est la langue de tous les... ça aussi c'est un élément fondamental dans l'analyse qu'on peut faire de la situation, et qui est commun à l'Algérie et au Maroc, et j'allais dire entre parenthèses à la France. Le Tamazigh et le Amazigh sont posés clairement comme patrimoine de tous les Algériens, de tous les Marocains. C'est-à-dire, qu'est-ce que ça veut dire? Alors bien sûr, on peut s'imaginer que c'est positif. Non, ça n'est pas positif. C'est symboliquement, ça peut être intéressant, mais concrètement, qu'est-ce qu'une langue? Une langue, c'est un système de communication d'une communauté donnée. Point final. En dehors de ça, on est une langue qui n'est pas le système de communication et d'expression culturelle d'une communauté donnée, est une langue morte. Faut être tout à fait clair là-dessus.
Donc, affirmer que Tamazirt est le patrimoine indivisible, indivis, comme l'a dit le président Bouteflika, comme l'ont dit les experts du gouvernement français par rapport aux langues régionales, affirmer que c'est le patrimoine indivis de la nation, ça signifie très concrètement que ce n'est plus le bien des communautés berbérophones et qu'on refuse de leur reconnaître des droits linguistiques particuliers, hein, c'est-à-dire celui de recevoir une éducation principalement dans leur langue. C'est-à-dire qu'à travers tout ce qui se dessine depuis 20-25 ans, on est, je dirais, dans quelque chose j'avais parlé il y a très très longtemps de reconnaissance muséographique. On n'est plus tout à fait dans la reconnaissance muséographique, on est au-delà, on est dans la reconnaissance patrimoniale. Et un patrimoine, ce n'est pas un objet d'usage, hein, c'est un objet qu'on pose. Hein. C'est comme ça, c'est Mishwaha. Voilà. Je vous remercie. سميتك مشاكل ثم هني خنوي